Alice Jarry est artiste-chercheur et professeure au département de Design and Computation Arts de l'Université Concordia. Son travail touche les œuvres in situ, les pratiques art-sciences, le design durable et les médias tangibles. Elle réfléchit aux enjeux qui sont liés à la matérialité, à la production matérielle et aux infrastructures. Elle se concentre sur les formes résilientes pour l'environnement bâti, les biomatériaux intelligents et les matières résiduelles. Elle est directrice du Speculative Life Biolab du Milieu Institute for Research Creation de Concordia. Thomas Heinrich, lui, est étudiant, c'est l'étudiant d'Alice. Il est designer-chercheur et son travail est axé sur la pensée durable, écologique et sociale dans la conception du monde bâti et de la production d'objets. Il se spécialise dans l'architecture socio-écologique, les biomatériaux, la réutilisation de matériaux résiduels, le design participatif, la financiarisation immobilière et l'autonomie citoyenne. Alors, Alice, Thomas, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Alexandra. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, merci à l'équipe de Keops pour l'organisation de cet événement. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'ACFAS et cette communication s'intitule « Engagement socio-environnemental et transformation de l'espace urbain. L'apport de l'art et du design pour repenser durablement les liens entre infrastructures et collectivités ». Donc, comme Alexandra vous l'a mentionné, ma recherche touche les pratiques art sciences et le design durable. Plus précisément, je me concentre sur les formes résilientes, les matières résiduelles et les procédés bio-inspirés. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Alexandra l'a mentionné, je suis Thomas Heinrich, étudiant bachelier en design à Concordia. Et comme chercheur-designer, moi, mon travail touche sur la conception de milieux urbains et d'objets écologiques basés sur des processus intégrant le savoir-faire des communautés concernées. Donc, avant de commencer, c'est peut-être important de mentionner que les exemples et approches artistiques dont on va discuter aujourd'hui émergent de recherches transdisciplinaires valorisées par plusieurs projets de Keops. Donc, en effet, le questionnement d'aujourd'hui prend racine dans un projet connexion entremêlant art, gestion et gouvernance et examinant les enjeux sociaux des infrastructures. Celui-ci a généré une étude exhaustive sur les bénéfices non financiers des infrastructures et a proposé, via une exposition, une recherche-création sur les enjeux de santé liés à la déconstruction des infrastructures grises. Dans la foulée, l'événement Bien-être des populations a permis d'identifier l'art, le design, l'engagement citoyen et le verdissement urbain comme des moyens contribuant au mieux-être des communautés. Donc, cette recherche a propulsé un recensement de la littérature se penchant sur ces questions, aussi bien en lien avec le réemploi de matériaux obsolètes, la visualisation de données facilitant l'accès à l'information et les méthodes d'engagement citoyen. Notre recherche a recensé plus de 200 articles et études de cas liant la question du mieux-être à, premièrement, l'art comme levier d'intégration et de transformation sociale. 2, à un environnement urbain sain, écologiquement durable et inclusif. Et 3, au pouvoir d'action des citoyens sur les processus de gouvernance et l'occupation du territoire. Donc, le bien-être, dans ce contexte, s'est posé comme un concept écosystémique et multifactoriel lié à la fois à la santé physique, psychique et à la qualité de l'environnement naturel et bâti. Une pluralité d'approches ont été recensées en art numérique, en architecture, en urbanisme et dans les pratiques engagées. Vous voyez ici à droite le projet Particle Falls d'Andrea Poli, qui est une visualisation à grande échelle et en temps réel de données sur la qualité de l'air. Donc, ce projet attire l'attention sur des enjeux invisibles qui peuvent impacter la santé des communautés. Donc, depuis 2020, cette recherche prend de l'ampleur et s'ancre dans un projet évolutif s'inspirant du processus durable de déconstruction du pont Champlain comme étude de cas. En tant que chercheur, cette initiative donne matière à penser. À terme, la déconstruction du pont impliquera plusieurs tonnes de béton, d'acier et d'asphalte à valoriser. Et à cette fin, la Société des ponts Jacques-Cartier Champlain Incorporée déploie un programme extrêmement innovant visant à optimiser la valorisation des matériaux en intégrant des composantes à des projets qui sont artistiques, récréotouristiques, culturels ou d'infrastructures. Donc, dans ce contexte, PJCCI cherche à réduire l'empreinte écologique de la déconstruction et à générer un impact positif pour la collectivité.
Donc, reflétant la nécessité d'un engagement pluriel dans la conception des villes de demain, le Cities Programme de Concordia nous a permis, en 2019-2020, d'ouvrir la réflexion à un maillage entre art, design, gestion et gouvernance, urbanisme performatif, génie du bâtiment civil et environnemental et écologie urbaine. Donc, composé de Nathalie Drouin, Shona Jensen en urbanisme performatif, Lan Lin en génie civil et environnemental et Carly Zitter en écologie urbaine et moi-même en design. Cette réflexion a recensé plusieurs approches qui viseront à mettre en place ultérieurement un projet d'engagement citoyen menant à des propositions visuelles. Ceci va permettre à terme de réfléchir aux indicateurs sociaux environnementaux dégagés du processus et d'examiner les bénéfices non financiers de la fin du cycle de vie de cette infrastructure majeure. Donc, reflétant les multiples expertises et intérêts de l'équipe, les chercheurs émergents qui se joignent à nous proviennent aussi de champs très diversifiés. À cet effet, et ce grâce à la contribution de la chercheure émergente Charlotte Alix-Séguin, membre de Cheops, nous sommes penchés sur les degrés d'implication variables que les processus consultatifs et participatifs pouvaient démontrer. Tel que le montre le tableau à droite, des procédés allant d'une séance d'information au focus group proposent des niveaux d'engagement différents, allant de l'information à la consultation, à la collaboration et à la codécision. Alors qu'une communauté, ce n'est pas un groupe homogène et qu'une approche qui peut fonctionner avec certains publics peut ne pas fonctionner avec d'autres, les approches en art et en design peuvent rehausser les processus en place, favoriser l'inclusion et apporter de nouvelles textures qualitatives aux enjeux socio-environnementaux liés aux infrastructures. C'est dans ce contexte qu'on s'est penché sur l'expérience située des citoyens comme levier de transformation sociale, considérant l'art et le design comme des moyens par lesquels la socialité, la gouvernance et la durabilité peuvent se constituer de manière inclusive. Il s'agit donc de voir comment une pluralité de mécanismes, souvent inspirés d'approches engagées, peuvent rejoindre différentes communautés. Donc, les approches présentées aujourd'hui posent les questions suivantes. Comment l'art et le design peuvent tisser des nouveaux liens esthétiques, critiques avec les politiques sociales, spatiales et environnementales de l'espace urbain? Déployer des pratiques engagées dans des espaces à risque qui rendent visibles des inégalités, rehausser le rôle essentiel de la biodiversité et mobiliser des approches participatives qui permettront l'amélioration de l'aménagement. Donc, alors qu'il s'agit ici de catalyser des réalités plurielles et de proposer des formats d'échange qui permettent de décloisonner les savoirs, nous avons divisé nos exemples en 3 catégories non exhaustives pour le but de cette présentation, qui présentent des modalités et des intensités d'engagement différentes avec ces enjeux. Donc, on pense en termes de sensibilisation, d'idéation et d'appropriation. Donc, on va d'abord débuter avec des exemples d'approches en art et en design, certaines inspirées des sciences, qui permettent de sensibiliser, d'informer et d'engager les communautés à des problématiques socio-environnementales par des installations impliquant la participation citoyenne. Donc, vous voyez ici le projet Nuages verts, une expérience participative du duo français EE, réalisée à Helsinki. Donc, cette installation visait à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la consommation énergétique en les invitant à diminuer celle-ci. Donc, à l'échelle de la ville, ceci avait pour effet de moduler la quantité d'émissions de la centrale énergétique et, par conséquent, la taille du nuage et la lumière verte projetée sur celui-ci. Donc, Nuages verts est fondé sur l'idée que des formes publiques peuvent matérialiser des questions environnementales et les rendre accessibles dans l'expérience quotidienne. Le projet ouvre un débat et déplace le discours sur les changements climatiques de modèles abstraits vers la réalité tangible de la vie urbaine et quotidienne. Toujours en lien avec les questions de sensibilisation, la science citoyenne, définie comme la participation du public à la recherche scientifique, opère de plus en plus de glissements vers les arts et le design. Vous voyez à droite le projet Arbre NDG de Carly Zitter, une de nos collaboratrices, qui incite les citoyens à faire l'inventaire des arbres sur des terrains privés. Alors qu'on est plus susceptible de protéger une ressource qu'on comprend, impliquer la communauté peut améliorer la connexion avec la nature et l'intérêt pour une ville durable.
De manière similaire, Smart Citizen est un kit et une plateforme instaurant des processus participatifs dans l'espace urbain. En connectant des données et l'individu, le projet sert de carrefour collaboratif afin de co-construire la ville de manière ouverte par et pour les citoyens. Dans ce contexte, Open Systems Barcelona a également installé plus de 800 tubes pour mesurer le dioxyde d'azote à travers Barcelone, un projet réalisé par les élèves de 20 écoles primaires et leurs familles. Et je parlais précédemment du glissement de la science citoyenne vers les arts. Donc, en ce sens, le projet CoCyclo active des préoccupations artistiques, environnementales et sociales. C'est une expérience citoyenne qui permet de rendre sensible et audible la pollution sonore et atmosphérique. Donc, en manifestant des données de manière tangible, le projet propose une expérience transformatrice de l'espace urbain. Donc, les ateliers de fabrication permettent d'apprendre des fondements en électronique pour capter le bruit et la concentration de dioxyde de carbone, l'humidité et la température. Donc, les données sont aussi partagées en ligne de manière ouverte dans une cartographie citoyenne ouverte à tous. Donc, je vais passer la parole à Thomas pour la suite. Merci beaucoup, Alice. On va ensuite enchaîner avec des exemples qui permettent d'engager les communautés locales dans des processus de conceptualisation pour le développement de milieux urbains. Ces projets proposent souvent des processus de co-création dont les résultats qui s'ancrent dans l'expertise citoyenne sont souvent évolutifs, adaptés aux communautés et qui facilitent un meilleur partage des savoirs. On débute avec l'exemple de la maison médicale de l'Université Louvain, qui est aujourd'hui un emblème de l'architecture participative créée par l'architecte belge Lucien Kroll. La création de cette résidence étudiante a suivi un processus de participation avec les étudiants de l'université, autant dans le processus de conceptualisation que de construction. En effet, Kroll a suivi un processus d'architecture évolutive, donc à travers lequel les souhaits et les désirs des étudiants ont non seulement défini la forme du bâtiment, mais l'ont aussi défini au fur et à mesure de sa construction. De plus, la structure elle-même du bâtiment est indépendante des agencements intérieurs pour qu'il puisse évoluer en fonction des désirs de ses résidents à travers le temps. Ainsi, le processus participatif s'étend même au-delà de la phase de conception et s'ouvre à une temporalité beaucoup plus grande que la simple consultation, par exemple. Ensuite, vous voyez ici l'exemple de la plateforme montréalaise Point de vue, réalisée dans le cadre d'un appel de proposition pour réaménager la tour Wellington, qui est située au bord du canal La Chine à Montréal, en lieu d'activités culturelles et communautaires. La tour est située dans un quartier ayant subi une gentrification et une transformation rapide au cours des dernières années. Et donc, afin de documenter les expériences citoyennes de ce milieu, le projet a organisé 4 laboratoires in situ qui comprenaient des dialogues et des ateliers publics qui ont ensuite permis d'ouvrir multiples perspectives sur les questions d'accessibilité, d'espace vert et d'exclusion liées au genre ou à l'âge, par exemple. Ensuite, vous voyez ici l'exemple de la charrette de design réalisée entre l'Université Concordia et le groupe 7 à nous du bâtiment 7. La charrette de design en elle-même est entrevue comme une activité de co-création ciblée qui vise à la résolution de problèmes et qui initie des nouveaux concepts visuels par un maillage entre experts et citoyens. Tout comme la plateforme Point de vue, le bâtiment 7 est situé dans un quartier touché par un embourgeoisement rapide. Et alors, l'objectif de cette activité était de développer des propositions visuelles pour une future utilisation durable de ces espaces-là, de valoriser le rôle important de cette communauté dans le quartier et de mobiliser les décideurs politiques de la Ville de Montréal autour des enjeux de gentrification et de l'avenir du bâtiment 7. On va finir ensuite dans une troisième catégorie avec des exemples illustrant un ancrage des citoyens dans les processus de transformation de leur milieu urbain afin de répondre à des besoins socio-environnementaux.
On observe des procédés de réaffectation de milieux désuets, d'autogestion, de réemploi de matériaux et même d'innovation sociale. Le studio français Bellastock suit des procédés de démolition et apporte son expertise pour réemployer les matériaux en proposant l'aménagement de l'espace public. Dans ce cas-ci, en lien avec la transformation du quartier du Clos Saint-Lazare à Stein, en France, Bellastock a suivi la démolition de plusieurs tours d'immeubles et a apporté donc son expertise pour réemployer la matière en proposant l'aménagement et un milieu de vie de l'espace public. C'est donc devenu un lieu hybride qui a servi à la fois de centre de recyclage, de site d'expérimentation de prototypes, de lieu de convivialité, d'espace de transformation et d'expérimentation artistique. Ensuite, l'Agrocité, si on peut passer à la prochaine, est un site agricole, agricole et culturel qui est géré par les résidents de Gennevilliers, une banlieue de Paris. Le site a été conçu par l'atelier d'architecture autogérée et Art Urban, qui sont deux plateformes collectives visant à faciliter l'autogestion citoyenne et la résilience urbaine. L'espace même est géré par des micro-entrepreneurs, des associations d'usagers et des associations locales et comprend plusieurs éléments. Donc, une micro-ferme expérimentale, des espaces pédagogiques et culturels, des dispositifs à compost, etc. Plus généralement, le projet vise à une réhabilitation de liens sociaux du quartier à travers une infrastructure d'agriculture urbaine. Finalement, comme dernier cas, nous avons El Campo de Cebada qui, en contraste avec l'agrocité de Colombes et avec la majorité des autres exemples, ce cas-ci illustre une forme d'innovation sociale et d'aménagement de l'espace par une communauté actionnée sans l'intervention de décideurs externes à cette communauté. En contexte de crise économique en 2008, ce site était un espace désuet qui a été entrepris par les résidents du quartier La Latina à Madrid, afin de lui donner des fonctions sociales, culturelles, éducatives, récréatives et civiques. On observe donc une autogestion d'un espace par une population locale à travers un design et une programmation urbaine qui répond à des enjeux socio-environnementaux. En conclusion, est-ce que... Oups. Ah, en conclusion, donc, merci beaucoup. Dans cette présentation, on a réfléchi à la part de l'art, du design, pour repenser durablement les liens entre infrastructures et collectivités. Donc, à travers les études de cas précédentes, on a pu observer une gradation des modalités ou des intensités d'engagement citoyen dans la conception ou l'appropriation du milieu urbain. Donc, certaines sensibilisent, informent et engagent les communautés à des problématiques socio-environnementales par des visualisations et des installations impliquant la participation citoyenne. D'autres permettent d'idéer et de co-créer en engageant les communautés locales dans le développement de milieux urbains. Donc, ces projets proposent des processus dont les résultats s'ancrent dans l'expertise citoyenne et qui sont souvent évolutifs, adaptés aux communautés et facilitent un meilleur partage des savoirs. Enfin, d'autres permettent un ancrage et une appropriation des citoyens dans les processus de transformation de leur milieu. Par exemple, des procédés de réaffectation des milieux désuets, d'autogestion, de réemploi de matériaux et même d'innovation sociale à travers des lieux éphémères, expérimentaux et hybrides. Ces exemples ont mis en évidence trois potentiels de l'art et du design, tels que définis par Randolph Hester dans Design for Ecological Democracy. D'abord, on voit l'émergence de l'idée de centralité, qui se résume comme un partage d'intérêts, d'espaces, d'expériences et d'activités, en menant à la création d'un capital socio-spatial et de placemaking. Ensuite, l'interconnexion vise à créer un espace urbain qui enrichit d'abord les lieux existants, mais qui en conçoit aussi des nouveaux, c'est-à-dire qui harmonise et diversifie les liens reliant espace aux communautés humaines et non humaines. Troisièmement, le principe d'équité. Ce principe nous pousse à viser une toujours plus grande inclusion dans les processus de design,
et dans le pouvoir décisionnel, ainsi qu'à l'éducation sur le fonctionnement de processus de transformation urbaine. Donc, comme les méthodes informées discutées précédemment vont informer des projets futurs de notre équipe, on a très hâte de vous faire part des résultats prochainement. Donc, merci infiniment. Merci.